Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo E2. Alors, petite revue de presse dans cette vidéo parce qu'il y a plein de choses qui sont dans la continuité de ce qu'on a déjà traité auparavant. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu l'évolution. On va commencer par cette histoire parce que j'ai eu une idée comme ça qui m'a traversé l'esprit. On se souvient de la visite de Macron chez Poutine, on se souvient de la grande table. Il se trouve d'ailleurs que récemment, le nouveau chancelier allemand, M. Scholz, lui aussi a été passé au supplice de la grande table. Peut-être que lui aussi a refusé de se soumettre au test PCR pour éviter de laisser un patrimoine génétique russe. Parce que c'est en effet un argument qui a été lancé par l'Élysée du fait que Macron ne voulait pas laisser son patrimoine génétique aux Russes par l'intermédiaire d'un test PCR. C'est franchement nous prendre pour des cons, parce que si franchement les Russes voulaient notre patrimoine génétique, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à se baisser pour se servir. Ou à moins, et je pense que là c'est peut-être certainement la raison réelle, parce que le test PCR aurait pu peut-être aussi révéler que Emmanuel Macron, c'est quelques lignes dans l'avion avant de sortir. Et là, je me suis dit, est-ce que par hasard, ce ne serait pas justement un des outils de pression qui pourrait être utile contre Macron ? Est-ce que toute la foire qu'on est en train de voir de la part de ses amis, de certains politiciens, de ces jeunes pour Macron, de toute cette foire de avec vous, etc., qui veut déjà mettre les premières pierres de la campagne du président à sa propre réélection, est-ce que si on reste dans la logique du président unique, du président jetable, à usage unique, est-ce que cet argument finalement on s'est traîné pendant 5 ans, un président qui a sniffé de la chenouf, ne risquerait pas de ressortir au grand jour et finalement le dissuader d'abandonner l'idée de se présenter à l'élection présidentielle? Sauf que le problème, c'est que j'y crois pas. Ça pourrait. Mais, à l'allure où vont les choses, et à l'allure où les médias, du moins certains médias, ou tout du moins sur ce qu'on voit sur Internet, tout l'investissement qui est fait actuellement pour solliciter, pour motiver, pour soutenir la candidature de Macron, vouloir s'aborder, vouloir tirer à boulet rouge sur lui au dernier moment pour l'empêcher finalement de se faire réélire, c'est-à-dire l'inciter à abandonner l'idée de se présenter en tant que candidat à sa propre réélection. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça peut être envisageable ? Je pense qu'à mon avis, le contre, on pourrait dire, si c'était le cas, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Sauf que si ça avait été fait depuis longtemps, cela aurait été obligé aussi de remettre en question la fin de son mandat. C'est-à-dire finalement de l'obliger à démissionner. L'avantage, c'est peut-être de sortir ça au dernier moment. Peut-être au mois de mars, par exemple, début mars. Hein, je rappelle, il y a une date qui circule actuellement, que le 21 février, c'est cette date que Macron aurait choisie pour annoncer sa candidature à sa propre réélection. On verra bien comment ça se passe, parce que c'est bizarre. Restons dans l'entourage de la campagne présidentielle. On a vu Éric Woerth apporter son soutien à Emmanuel Macron. Sauf que le problème, c'est qu'Éric Woerth est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il me semble. Sauf que le problème, c'est que le fait de soutenir Macron, ça veut dire qu'il se met donc du côté de la majorité présidentielle.
Or, il se trouve que quand on est président de la commission des finances, le règlement qui a été ratifié en 2008 prévoit que ce poste de présidence de la commission des finances doit être occupé par un député de l'opposition. C'est la raison pour laquelle les députés de l'opposition lui demandent sa démission, puisqu'il a choisi de soutenir Macron. Eh bien, on lui a rappelé donc ce détail du règlement, qui normalement devrait donc l'obliger à démissionner. Eh bien, vous savez ce qu'il a répondu? Alors, je ne peux pas vous mettre la vidéo là parce que j'ai pas envie de me faire striker par YouTube en disant qu'il y a de la copie, etc. Bon, allez, je vous la mets quand même. Comme vient de le faire notre collègue Louwagie, de démissionner pour faire en sorte que ce soit un ou une députée de l'opposition qui préside cette commission des finances. Le positionnement politique. Moi, je ne soutiens pas le premier mandat d'Emmanuel Macron. J'ai dit que j'allais soutenir le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Troisième élément. Oui, mais je sais bien que c'est compliqué. Mais bon, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, je ne, évidemment, démissionnerai pas. Probablement, ce serait une grande déception pour un certain nombre, mais c'est ainsi. On va vous laisser dans la totale démocratie avec votre majorité. Absolument. Écoutez, on verra ça dans quelques mois. Alors, en ce qui concerne, au fond, l'ordre du jour. N'employez pas des mots qui vous dépassent encore une fois, Madame Dalloz. Quand je vous dis que la République est morte, on a encore la preuve. Combien il va vous en falloir de preuves pour bien comprendre que de toute façon, maintenant, il n'y a pas de solution autre que ce qu'il est presque interdit aujourd'hui de dire, que ce n'est plus les manifestations, que ce n'est plus des mouvements ou des parades dans les rues pour exprimer son mécontentement, sa contestation. Non, ils en ont rien à foutre. Regardez le convoi, comment ça s'est passé. Ils ont été reçus. Il y a eu même des gens qui ont été verbalisés de 135 € parce qu'ils portent un drapeau français. Comme si porter un drapeau français, c'est illégal. Alors oui, évidemment, certains vont dire oui, mais le contexte d'une situation délicate, on sait qu'il y a une convoi, on sait qu'il y a des gens qui vont se rassembler pour manifester, etc. Donc forcément, ceux qui ont un drapeau français sur eux, c'est forcément des manifestants. Mais quelle est la légitimité de verbaliser une personne, même si c'est une manifestante? Jusqu'à preuve du contraire, oui, la préfecture n'a pas donné d'autorisation. Donc toute personne qui se regroupe pour manifester sans autorisation de la préfecture est considéré comme un individu qui peut éventuellement être qualifié comme étant un trouble fait, un trouble à l'ordre public. Donc ça veut dire que tous les gens qui se sont pris une amende de 135 € sont considérés comme étant des gens potentiellement acteurs d'un trouble de l'ordre public dont le signe distinctif est un drapeau français. La République est morte. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus, alors je ne vais pas retitrer « République est morte », mais quand vous avez un type comme Éric Woerth qui vous donne cette réponse pour justifier de garder son poste de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, alors qu'on vient de lui rappeler que le règlement dit que ce poste doit être détenu par un membre de l'opposition, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est, en résumé, tu mets un sous-titre, c'est « Je vous emmerde, je reste à ma place ». Rien à foutre du règlement, je fais ce que je veux. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la République française. C'est-à-dire des gens qui sont dans le milieu, dans la sphère, dans l'élite, et qui sont en train tout simplement de vous cracher à la gueule, qui même maintenant osent ne plus respecter les règles, parce qu'ils sont dans une position où ils sont incontestables, où vous n'avez absolument aucun droit de les contester. Vous êtes les gueux. Vous êtes les gueux qui, de toute façon,
vont peut-être manifester dans la rue, mais vous allez assister de façon inactive à la destruction de vos libertés et droits. Ça en prend le chemin. D'ailleurs, nous avons Attal, hein. Attention, Attal vous prévient. On va alléger les restrictions sanitaires, on va suspendre peut-être le pass vaccinal. Le suspendre, ça ne veut pas dire retirer. Et déjà, Véran vous prépare psychologiquement à « oui, mais attention, il se peut que pendant la période estivale, il y ait un nouveau variant qui arrive ». Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ces gens réagissent comme s'ils étaient déjà convaincus qu'ils allaient garder leur poste. Comme s'ils étaient déjà assurés que Macron va être réélu. Moi je dis révolution. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo pour expliquer comment préparer éventuellement une résistance. J'ai de la chance, elle n'a jamais été supprimée par YouTube. Peut-être parce que justement, nous sommes un comité restreint, qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés dans cette chaîne. Donc finalement, profitons-en, avant que la censure ne tombe. Alors on reste dans le liberticide. Nous avons vu Justin Trudeau qui a décidé de reprendre le pouvoir. Enfin, peut-être le prendre, le voler, faire un coup d'État. Allez savoir. Le Justin Trudeau a décidé de sévir. Et de sévir avec des moyens, j'ai envie de dire que finalement, aujourd'hui, les Canadiens sont en train de se prendre une claque dans la gueule, finalement. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de Canadiens aujourd'hui qui se disent mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ce type est-il en droit de faire ce qu'il veut à ce point? En résumé, hein, ils ont réussi à mettre en place des lois, ou un texte de loi. Alors, ce texte doit passer normalement devant le Parlement. Mais ce texte de loi, alors évidemment, hein, toujours dans des syntaxes bien structurées de telle manière à ce que ce n'est pas dit ouvertement comme ça, mais on sent bien que ça laisse la porte ouverte à cette possibilité, tout simplement de soumettre le peuple canadien. Le soumettre par quoi? Tout simplement qu'à chaque fois que désormais il sera dans un mode contestation, dans un mode de manifestation, dans un mode de révolte, eh bien on va lui couper les vivres. C'est-à-dire qu'on va lui couper son accès à son compte bancaire, on va lui supprimer un certain nombre de droits, on va faire en sorte de légiférer pour le cataloguer, pour lui donner un statut particulier en tant que réfractaire, en tant que dissident, en tant que menace de la démocratie canadienne. Et voilà. Alors évidemment, le convoi à Ottawa, là actuellement, ils sont toujours là, mais ils sont en train de réfléchir ce qu'ils vont faire parce que l'étau se resserre. L'étau se resserre, c'est-à-dire que là, de par ce texte, justement, désormais l'autorité va avoir le droit de réquisitionner les garagistes équipés pour pouvoir dégager les camions. Toute personne qui sera susceptible de participer ou d'être complice ou de soutenir la manifestation pourra s'acquitter d'une amende. Alors, ça peut, suivant le niveau, etc., ça peut atteindre jusqu'à 10 000 $. Enfin voilà. Donc là, je vous dis, hein, alors ils ont essayé de débloquer l'ambassade Bridge à Détroit, et puis là, Kursk, ils ont envoyé des polices, mais bon, voilà, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de confrontation directe, etc., pour l'instant. Mais là, je peux vous dire qu'actuellement, les Canadiens, on le voit dans certains organismes de presse, là, ils viennent de recevoir une douche froide. Ils viennent de comprendre ce que peut-être des gens qu'on considérait comme étant des complotistes, des QAnon, etc., finalement, avaient raison. Avaient raison parce que là, Justin Trudeau vient de montrer son vrai visage. Il vient de montrer que finalement, il est aux ordres de l'élite et qu'il n'est plus au service du peuple, finalement. Alors évidemment, il y a toujours
ce petit jeu subtil de ces politiciens qui jonglent avec une partie de la population en disant oui, une minorité ne peut pas s'autoriser, ne peut pas se permettre, ne peut pas s'octroyer le droit d'entraver la liberté des autres. Ben oui, j'ai envie de dire, le problème c'est que c'est toujours ce même argument. C'est toujours facile d'incriminer une minorité pour des actes qui ont une légitimité, d'exprimer quelque chose, d'exprimer un mécontentement, d'exprimer une colère souvent partagée d'ailleurs par une grande partie aussi de la population, puisqu'on se souvient, hein, lors du convoi, il y avait quand même pas mal de Canadiens sur les bords de la route, hein. Je veux dire, c'est pas un hasard s'ils étaient là, avec des drapeaux canadiens, des drapeaux américains, on a vu des drapeaux aussi des différentes régions du Canada, drapeaux ontario, québécois, de la Colombie-Britannique, etc. Donc, il y a bien quelque chose. Mais là, non. Non, là, Trudeau, je suis le chef, c'est moi qui décide, et j'ai décidé que c'était ça, et que ça serait comme ça. Point final. Voilà. Donc là, je vous dis, là, les Canadiens, ils viennent de se prendre une tarte dans la gueule, mais alors, bien sévère. Alors, en ce qui concerne la France, bon, on a vu ce que ça donnait, hein, à Paris, comme d'hab, hein, ça ne change pas. Et là, le convoi qui était prévu donc en continuité vers Bruxelles, et bah, ça a fait flop, finalement. Bah, ça a fait flop, pourquoi? Parce que pas d'organisation, pas de logistique, pas de coordination. Donc on a vu des gens débarquer un petit peu n'importe comment, etc., avec leurs camions, leurs camping-cars, leurs voitures, etc. Donc du coup, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à Bruxelles, hein, ils ont été bloqués avant. Donc voilà, je ne sais pas s'il va y avoir une transformation de quelque chose, etc. Mais là, je pense qu'à mon avis, ces histoires de convois confirment bien ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est que malheureusement aujourd'hui, on n'est plus à ce stade de processus, de manifestation, de défilé, de mouvement, de convoi, de tout ce que vous voulez, puisque là, de toute façon, ils viennent de vous faire la démonstration que c'est eux qui sont au pouvoir, et que le pouvoir, ils ont l'intention de le garder coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc, la seule étape, le seul moyen de récupérer, ou tout du moins les obliger à écouter. La haine engendre la haine, la violence engendre la violence. Autre information dont je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, on va revenir aux États-Unis avec la FDA. La FDA vient d'annoncer qu'elle suspendait sa demande d'usage du vaccin Pfizer à partir de 6 mois. De 6 mois jusqu'à 5 ans. Alors évidemment, stupeur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, depuis, le juge a confirmé l'exigence de publication avant la fin de l'année de l'ensemble des documents que la FDA possède sur les tests de Pfizer pour définir ou non si les décisions de la FDA vis-à-vis de Pfizer sont justifiées ou non. Voilà, on en est à ce stade-là. Là aujourd'hui, donc, Pfizer vient d'annoncer qu'il suspendait sa demande auprès de la FDA pour les vaccinations pour les 6 mois, 5 ans. Forcément, il y a une conséquence de cause à effet. Maintenant, est-ce que les documents, on va les avoir? C'est là toute la question. Parce que si il y a bien une décision de justice qui oblige la FDA, qui est une administration fédérale, hein, c'est pas Pfizer, c'est l'administration fédérale de la Food and Drug Administration, qui est aujourd'hui mis au pied du mur de devoir fournir l'ensemble des documents qui, je rappelle, avaient été bloqués pour des questions de secret, de contrat, etc., jusqu'en 2076 ou 2075. Qu'est-ce qu'il y a dans ces documents? Alors, est-ce qu'on va les avoir, ces documents? Parce que Pfizer, ou tout du moins les avocats de Pfizer, qui ont apporté leur soutien aux avocats de la FDA contre la justice américaine, on dit, mais vous savez, c'est compliqué, donc on ne peut pas vous donner l'assurance que tous les documents pourront être publiés selon vos exigences. Ça peut être compliqué. Vous êtes soumis à une décision de justice de fournir les documents.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites un bras d'honneur en fait à la décision de justice, en laissant sous-entendre que de toute façon les documents, tout du moins les documents qui pourraient éventuellement être sensibles, bah, de toute façon on ne les publiera pas. Vous ne les aurez pas. Parce que jusqu'à la fin de l'année, ça nous laisse du temps pour refaire une procédure pour contrer cette décision, trouver la petite bête, le petit détail qui va faire que qu'on va faire une procédure qui va durer quelques années. Et puis finalement, les documents, on n'en verra jamais la couleur. Voilà ce qui va arriver. Mais néanmoins, ça prouve qu'il y a bien un problème. Parce que la FDA, qui se défend d'être toujours à l'intérêt des citoyens américains, mais qui finalement décide de ne faire barrage à une transparence qu'elle se doit d'avoir vis-à-vis des citoyens américains. Là, ça pose problème. D'autant plus qu'actuellement, on a un relâchement progressif dans un grand nombre d'États, des mesures sanitaires. Alors attention, certains États relâchent, ça ne veut pas dire que certains comtés qui sont dans les États, eux, ont décidé de relâcher. Il est évident qu'après, on est dans ce système très particulier américain, où c'est pas parce que l'État fédéral dit oui qu'un État va dire oui, il peut très bien dire non, et que même au sein de l'État, un comté peut dire oui, contrairement au non de l'État qui va à l'inverse du oui de l'État fédéral. Hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ma vidéo, il y a maintenant quelques temps, je vous avais raconté cette anecdote concernant l'alcool. Je suis en Caroline du Nord. La Caroline du Nord possède une réglementation très stricte sur les alcools forts, si bien que les alcools forts, vous ne pouvez pas en trouver nulle part ailleurs que dans les ABC, c'est-à-dire les Association Beverage Center, ou quelque chose comme ça, qui sont donc des organismes d'État, qui sont les seuls à avoir des licences pour vendre de l'alcool fort. Fort, c'est whisky, gin, etc. Sauf que l'État à côté, la Caroline du Sud, eux, ils n'ont pas cette réglementation. Donc, il suffit de traverser la frontière, et vous faites quoi, 2-3 km, et en bout de 2-3 km, vous avez déjà des énormes magasins d'alcool, de tous les alcools que vous voulez. Tiens, d'ailleurs, je peux même me trouver, moi, des alcools qui viennent de France, comme le Calvados, par exemple. Je suis normand, donc forcément, Calvados fait partie de ma culture. Donc évidemment, vous avez plein d'Américains de Caroline du Nord qui vont dans ces boutiques-là, qui achètent l'alcool et qui reviennent ici. Alors, attends. Qu'on est d'accord, logiquement, c'est interdit. Mais il n'y a pas les outils, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas l'ambition de le faire. On reste dans l'État. Donc, dans l'État, on a fait une réglementation de telle manière à ce que l'alcool qui est vendu, tout du moins les alcools forts qui sont vendus uniquement dans les ABC. Les ABC qui ont la particularité, qui ont l'avantage de collecter directement les taxes spécifiques aux alcools forts. Et oui, il y a toujours un côté business derrière. Et de fait, vous avez aussi, alors là, à l'échelle fédérale, vous savez que les Américains n'ont pas le droit de boire de l'alcool en dessous de 21 ans. Vous avez 18 ans à la majorité civile, mais pour boire de l'alcool, vous devez obligatoirement avoir 21 ans. Pour la petite anecdote, par exemple, moi je travaille dans un cinéma qui fait restaurant et bar. Nous avons des jeunes de 16-17 ans qui travaillent, mais ils ne peuvent pas surtout, ils ne doivent pas les utiliser pour soit travailler au bar ou servir de l'alcool aux clients. Ils ne peuvent servir uniquement soit en cuisine, soit à l'expo, soit au service. C'est-à-dire service en salle. Mais ils ne peuvent pas servir de l'alcool. Ils n'ont pas le droit, c'est interdit. Sauf que vous avez dans l'État même des comtés qui vont décréter des lois en contraire de l'État fédéral ou de l'État lui-même. C'est-à-dire que vous avez par exemple des bars qui embauchent parfois des adolescents, des gamins de 16, 17, 18 ans ou 19 ans. Alors souvent c'est 18, 19 ans dans les bars parce qu'on ne va pas aller quand même. Et ces
gamins dans les bars, eh bien, peuvent servir de l'alcool. Parce que le comté a mis en place un décret qui autorise les bars à employer des jeunes de 18 ans minimum pour pouvoir servir les clients. Vous voyez, donc du coup, quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'aux États-Unis, finalement, toutes les procédures administratives, juridiques, etc., eh bien, on peut très bien jongler avec pour empêcher une demande, une requête ou une décision de justice. Donc c'est pour ça que je vous disais que le fameux mandat de Biden n'aboutira jamais, parce que déjà, la Cour suprême a refusé son mandat pour l'obligation vaccinale pour les administrations et la fonction publique fédérale américaine, ce qui inclut à la fois les administrations fédérales mais aussi les administrations et fonctions publiques des États. C'est pour ça qu'il y a déjà des États qui, eux, ont déjà fait préparer le terrain, c'est-à-dire eux, ils ont fait un décret comme quoi il sera interdit d'intégrer dans la loi de l'État de Floride, Floride par exemple, ou le Texas, une loi qui ferait une obligation vaccinale pour les fonctionnaires. Donc même si à la limite le mandat avait été voté par la Cour suprême, ce mandat n'était pas applicable dans certains États qui avaient déjà devancé ce mandat pour le proroger, pour y déroger. Voilà, donc l'affaire de la FDA, néanmoins, ça met quand même les projecteurs sur des questions dont on veut des réponses, mais des réponses, les réponses, elles dépendront de ce que la justice américaine réussira à obtenir de façon concrète de la part de la FDA concernant justement l'affaire de Pfizer. Je rappelle, le processus ou la procédure avait été lancée parce que certaines personnes du milieu juridique, des associations, etc., ont trouvé étrange que la FDA donne une homologation, alors c'était une homologation temporaire, c'est pas une homologation permanente, mais une homologation à Pfizer, parce que Pfizer ne pouvait prétendre à cette homologation qu'à la fin de la période de test. Je rappelle, tous les vaccins sont toujours en période de test, et cette période de test, de phase 3, phase 4, etc., devait se terminer en 2023 pour Pfizer. Or, son concurrent, Moderna, c'est à la fin de cette année, c'est au mois de décembre, septembre ou décembre, je crois, 2022, que Moderna voit ses phases de test terminées et donc va pouvoir demander une homologation à la FDA. Donc pour supplanter Moderna, Pfizer a réussi à faire jouer un petit peu de lobbying pour obtenir une homologation de la FDA. Sauf que cette homologation, évidemment, elle a suscité des questions. Elle a dit, mais comment se fait-il que vous avez donné une homologation à Pfizer de façon anticipée avant la fin de ces tests, alors que Moderna serait beaucoup plus légitime, elle, de faire une demande, alors que c'est elle qui va avoir la fin de ces tests, donc avant Pfizer. Donc vous voyez, finalement, très clairement, c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de business, puisque une homologation, c'est à la fois la possibilité pour l'État fédéral de, justement, mettre son mandat d'obligation vaccinale. Elle ne peut pas faire l'obligation vaccinale s'il n'y a pas un vaccin qui est homologué. C'est pareil en France, c'est pareil en Europe. Tant que les vaccins ne sont pas homologués, c'est des décisions arbitraires des États de faire de l'obligation vaccinale avec des produits qui ne sont pas homologués. Ce qu'a fait l'Autriche, par exemple. Je crois que l'Autriche a mis en place une obligation vaccinale, mais c'est assez risqueux et périlleux parce que légitimement et au niveau juridique, ça pose un problème parce qu'elle fait une obligation vaccinale sur un produit qui n'est pas homologué, ou à moins qu'il a été homologué par les services de santé autrichiens. Mais là encore, c'est des prises de risque, parce que si dans 2-3 ans, on se rend compte que les vaccins ont fait beaucoup plus de mal que de bien, c'est leur responsabilité d'avoir homologué un produit qui finalement n'était pas bon. Enfin, voilà, c'est pour résumer un petit peu la situation. Et donc, aux États-Unis, cette fameuse homologation a donc suscité des questions, a suscité des interrogations, à savoir si finalement c'était pas le résultat d'un lobbying pour permettre à Pfizer, d'avoir son action augmentée à Wall Street. Donc, il y a une légitimité d'une procédure judiciaire qui a été acceptée par une juridiction, et cette juridiction a fait son travail. Et donc aujourd'hui, on attend de savoir si ces documents, est-ce que finalement on va en avoir, est-ce qu'ils ne vont pas être soumis d'ailleurs à des sanctions, vous savez, toutes ces coups de stabilo, etc.
pour finalement cacher peut-être des éléments ou des informations qui susciteraient de se poser la question si finalement la FDA n'a pas donné une homologation par complaisance plutôt que de servir l'intérêt de son rôle d'ailleurs de FDA sur des données concrètes, sur des données crédibles pour donner cette homologation de Pfizer. Donc, affaire à suivre. Revenons en France. Le discours de Pécresse. Je crois que c'était au Zénith. Je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que vous-même, si vous avez vu les extraits, etc., vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était surréaliste. C'était lunaire, comme dirait l'autre. Alors évidemment, dès le lendemain, Valérie Pécresse a écumé les plateaux de télévision pour essayer de se justifier, pour essayer d'expliquer, etc. Sur les réseaux sociaux, ses soutiens commencent à mettre en évidence le fait que oui, alors sur la forme peut-être que machin, autre, mais sur le fond reste. Donc voilà, les détracteurs, c'est très comment dire, très malhonnête de focaliser sur la forme. Mais putain, vous êtes des communicants d'une candidate à la présidentielle. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expliquer aux Français, vous avez écrasé un chien, wouf, c'est pas grave, c'est juste un chien, ne nous fions pas aux apparences. Tant que les personnes qui sont à l'intérieur du véhicule sont sains et saufs, ce n'est qu'un chien. Ah, attendez, c'est pas fini. Parce que là, maintenant, c'est Jadot. Yannick Jadot nous a sorti, alors, une réflexion, où là, évidemment, il s'attire les foudres de tous les milieux liés à la communauté juive. Zemmour versus Macron se dessine comme le plan incontournable, parce que là, Jadot, ce qu'il vient de dire, juif de service pour les antisémites. Il y a des moments, je me pose la question si ces candidats sont soit complètement en abstraction et en abnégation de la réalité dans laquelle ils se sont lancés, c'est-à-dire finalement jouer le jeu de Macron pour être des pions, des guignols à sa réélection, ou est-ce qu'ils sont dans la collusion et en fait sont en train de nous jouer la comédie et que lorsqu'ils commencent à avoir de l'intérêt, etc., patatras, ils se suicident. Vous savez, un peu comme Marine Le Pen lors du second tour de 2017, avec son fameux débat avec Macron. Je pense qu'on a tous halluciné, on s'est tous dit, mais c'est pas possible. Là, on est dans la science-fiction, là, on est dans la 4e dimension. Comment est-ce qu'une candidate au second tour se comporte ainsi face à Macron? Mais c'est du suicide. Eh bien aujourd'hui, force est de constater qu'on a des candidats qui sont suicidaires. On a Taubira qui a lancé une perche à Éric Zemmour pour débattre avec lui. Sincèrement, s'il y en a un d'entre vous qui pense que Taubira a la capacité intellectuelle, culturelle, argumentaire d'affronter Zemmour, quittez cette chaîne. Je vous le dis tout de suite, quittez-la. Voilà, désabonnez-vous tout de suite parce que vous êtes une honte. Vous êtes une honte à l'intelligence même. Parce que Taubira face à Zemmour, ça va être quoi? Ça va être du pathos. Ça va être du fascisme, du racisme, du nazisme à chaque fin de phrase. Ça va être de l'émotionnel, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'argument. Ça va être systématiquement couper la parole à Zemmour. Ça va être systématiquement jouer du pathos, jouer de l'émotionnel, jouer de la sensiblerie. Et finalement, pour un débat qui va être pathétique et qui va finalement, je dirais même, faire honte aux socialistes français encore convaincus de l'existence du socialisme. C'est un massacre. C'est un massacre. C'est un théâtre de guignol. Cette campagne présidentielle est un théâtre de guignol.
je peux vous dire que même si Mitterrand, De Gaulle, même Chirac, s'ils avaient vu ça, s'ils pouvaient voir ça, ils se diraient « Pauvre France ». Retour maintenant dans l'Est, l'Ukraine. Bon, je vous rappelle, hein, le Pentagone a annoncé qu'il était très fortement probable que, Poutine envahisse l'Ukraine. Aujourd'hui d'ailleurs, mercredi, il n'y a pas d'invasion. Alors quand même, il y a quelques jours, ils se sont quand même un petit peu rétractés. Vous avez l'État fédéral qui a quand même annoncé que très bientôt ou jamais, Washington admet de pouvoir prédire la date de l'invasion de l'Ukraine. Tu m'étonnes. Je vous ai dit, de toute façon, Biden et Poutine le savent. C'est un jeu de dupes. C'est un jeu de gros muscles. C'est un coup de poker. C'est celui qui va faire le plus gros bluff. Voilà. Donc Poutine l'a fait quand même un geste, il retire un certain nombre d'unités de la frontière, ou plus ou moins proche de la frontière ukrainienne, pour dire voilà, vous voyez, je suis gentil, je fais une désescalade. Bon, évidemment, il y en a certains, oui, regardez, Poutine, il a peur, ça y est, il retire ses forces armées, il a peur, il a les jetons, il a les chocottes. Non, il fait un geste. Sauf que de l'autre côté, ils ne font pas de geste. De l'autre côté, ils continuent à alimenter en armes l'armée ukrainienne. On a quand même des politiciens ukrainiens qui commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant « Attendez, les Occidentaux, vous êtes gentils là, mais là, vous êtes en train de faire peur, en fait. Vous jouez avec les peurs. Nous, on ne veut pas de guerre avec la Russie. Parce que si on a une guerre avec la Russie, de toute façon, même avec vos missiles, vos armes, vos conseils, etc., de toute façon, on n'est pas suffisant. Il nous faudrait une intervention américaine, une intervention de l'ONU, une coalition. Mais tout seul, même aidé, même avec des armes ultra pointues, avec tous les drones que vous voulez, etc. Si jamais la Russie se met à remuer la queue, on tiendra quelques jours, ni plus ni moins. Donc ils le savent que logistiquement, ils le savent que stratégiquement, la Russie balayera l'Ukraine en quelques jours. Parce que, voilà, il y a un rapport de force qui de toute façon est complètement déséquilibré. Alors c'est un des arguments d'ailleurs qui justifie qu'on envoie des armes à Kiev pour dire oui, mais c'est justement pour renforcer un petit peu leurs outils, leur dissuasion face à la Russie, etc. Alors que tout le monde sait que de toute façon, l'armée ukrainienne n'a absolument pas les moyens de résister à une armée telle que celle de la Russie. Donc, et comme Biden reste sur sa position, pour l'instant, de ne pas foutre le pied américain en Ukraine, si les Américains n'y vont pas, c'est pas l'Europe qui va y aller. Hein, donc là, on est dans des invectives, dans des provocations, dans des affirmations, des approximations. Donc Washington, on est aux États-Unis, hein, vous savez, il faut sauver les apparences. Donc il ne faut pas avouer que finalement on a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Ah non, il faut maintenir l'illusion, il faut sauver les apparences. Et comme les Américains essaient de sauver les apparences, évidemment les Européens suivent. Hein, les vassals des Américains sur ce point. Donc là, voilà, on suit le mouvement. Hein, même Zelensky, le président ukrainien, il n'est pas droit, il n'est pas confortablement dans ses bottes actuellement, parce qu'il se dit là, je risque de perdre mon siège, parce que même si on joue au jeu de dupes, moi, ma crédibilité est à zéro, quoi. Il a même appelé Poutine pour l'inviter à venir en Ukraine, viens voir. Tu peux venir, tu connais, hein, t'es déjà venu hein, en 2014-2015 avec ton fils. Ouais. Surtout pas. Ne plus parler du fils Biden. Interdit. Sinon, YouTube va censurer. Et enfin, je vais terminer avec ce que l'on considère déjà comme potentiellement
un scandale qui peut en effet entacher la campagne de Macron. Je veux parler de l'affaire Alstom. Alors je ne vais pas revenir dans les détails, etc. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, on se rend compte qu'il y a des copinages, des affiliations, des approximations, des erreurs, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on va vouloir racheter ce qu'on a vendu aux Américains. Le problème, c'est que on va le racheter plus cher. Ben oui, les Américains sont pas cons, ils ne vont pas revendre le même prix, ou non, ils veulent faire une plus-value. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Macron est en train d'entuber les Français 2 fois. Ils l'ont entubé. Il les a entubés une fois en vendant Alstom, ou aidé à vendre Alstom. D'ailleurs, il se défend de ne pas avoir été à l'origine, qu'il n'a fait que suivre le dossier, puisqu'il est arrivé aux affaires après que les négociations avaient été lancées, etc. N'empêche qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est bien lui qui a quand même eu un poids dans la vente d'Alstom. Et aujourd'hui, on voudrait racheter. Sauf que le problème, c'est que EDF doit racheter 2 milliards, je crois, 2 milliards 100. C'est-à-dire 2 fois le prix qu'on l'avait vendu. Mais non. LCI, BFM, tout ça. Bon, ils en parlent, mais très peu. Très peu. Évidemment, c'est gênant. C'est d'autant plus gênant que Pécresse est aussi impliquée dans l'affaire. Enfin, bon. Comme de toute façon aujourd'hui on est confronté à des gens qui, comme je vous l'ai dit, vous crachent à la gueule et qui n'ont plus aucune honte à vous regarder de haut, même quand vous avez raison de les juger dans leurs approximations, leurs incompétences, etc. On a vu Darmanin face à, comment il s'appelle, cette journaliste de Malherbe. Voilà. Mais non, j'ai pas commis d'erreur. Non, c'est une expression que j'utilise souvent. C'est une façon d'avoir un certain langage, etc. Oui, bien sûr. C'est le même mec qui un jour va te dire « j'ai le droit de te traiter de connard, j'ai le droit de te cracher dessus, mais toi t'as pas le droit de me cracher dessus parce que je suis Dieu. Je suis avec Dieu. Je suis un des membres de l'Olympe. Je suis un intouchable. » Je terminerai cette vidéo tout simplement pour vous dire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. De toute façon, aujourd'hui, si vous ne comprenez pas que tous les outils démocratiques qui permettent d'exprimer un mécontentement, d'exprimer une colère, d'exprimer une désaffection vis-à-vis d'une classe politique, vis-à-vis d'un parti politique, vis-à-vis d'une personnalité politique, force est de constater qu'aujourd'hui, de toute façon, ils en ont strictement rien à foutre. Et qu'ils vont continuer leur petit manège, qu'ils vont continuer à détruire le pays, qu'ils vont continuer à contaminer la République et ses institutions, et que j'ai envie de dire que même si Zemmour fait des propositions qui peuvent éventuellement aller dans le sens de dire de lutter contre ça, je me dis qu'il n'est pas franchement en position de peut-être réussir à se faire élire. Puisque de toute façon, je pense que malheureusement, l'un des maux français, c'est qu'on a encore une proportion de Français qui ont de la merde dans les yeux et qui vivent dans la matrice. Ces gens qui n'ont pas encore choisi la pilule, parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de perdre des avantages, ils ont peur de perdre leur petite vie tranquille, ils ont peur de perdre l'ascendant qu'ils peuvent avoir sur d'autres gens de par leur position, leur statut social dans une entreprise, dans une vie professionnelle, etc. Ils ont peur qu'on réforme, ils ont peur de perdre ces mêmes privilèges qu'ils ont acquis. Donc ils voteront Macron contre Zemmour. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez en reprendre pour 5 ans et je reste très circonspect, je ne sais plus, sur la question du fait que si Macron est réélu pour 5 ans, est-ce que les Français vont tenir 5 ans? Est-ce que malheureusement, ils ne vont pas durcir les dispositifs juridiques pour légiférer sur des libertés, pour empêcher des Français, peut-être justement à un moment donné, de vouloir reprendre les commandes. Hein, je vous le répète, souvenez-vous, ce que disait Elie Wiesel,
que sous l'occupation, une grande majorité des Français étaient vichistes. Vichistes par conviction, vichistes par obligation, vichistes par complaisance, vichistes par peur, par manque de courage, que le fait de la résistance était l'investissement et l'initiative d'une extrême minorité d'individus. Et cette extrême minorité d'individus était considérée par le gouvernement de Vichy comme par les Allemands comme des terroristes. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, on prend la voie du même principe, du même champ lexical, qui va consister à faire passer des gens plus ou moins dissidents, plus ou moins maîtres à penser, d'une certaine résistance, ou des gens qui pourraient éventuellement être à la tête d'une organisation, d'une structuration, d'une logistique, qui pourrait à un moment à terme amener une résistance soit idéologique ou résistance armée, qui plus est, en action, eh bien, seront considérés comme des ennemis de la République, comme des terroristes, comme des menaces pour la liberté et les menaces pour la démocratie. Parce que la démocratie aujourd'hui, force est de constater que ça fait longtemps qu'elle a été jetée à la poubelle et qu'aujourd'hui le mot démocratie qui est utilisé par un certain nombre de gens pour vous légitimer de ne pas penser ce que vous pensez, eh bien, n'est que je dirais le faux prétexte, la couverture, le rideau, pour cacher le décor, je dirais, pour cacher la réalité en coulisses, que en réalité la démocratie, elle est plutôt malade. Alors certains évidemment vous disent oui, mais la démocratie, on n'a pas mieux. J'ai envie de dire à ces gens-là, et d'ailleurs dites-leur, hein, mais vous savez que la démocratie n'est pas quelque chose d'absolu. Remonter le temps, remonter au XIVe, XVe siècle, aller dire à des nobles, mais vous savez que la monarchie n'est pas absolue, qu'un jour ou l'autre elle va changer, qu'elle va se démocratiser, qu'elle va devenir institutionnelle, constitutionnelle, parlementaire, voire même être abolie. Ils vous enfermeraient tout de suite et voire vous pendraient haut et court. Et pourtant, l'histoire leur a donné raison. Alors pourquoi ça ne serait pas vrai encore aujourd'hui ? Pourquoi ça ne serait pas vrai de voir peut-être une démocratie, mais différente, avec des structures différentes, avec des institutions différentes, réimaginer, recréer, réinventer la démocratie. Sauf qu'évidemment, ceux qui sont aujourd'hui les bénéficiaires pour leur pouvoir, leur contrôle, leur statut, leurs avantages de cette démocratie, eux vont défendre la démocratie qu'ils ont plus ou moins contribué à modifier, structurer, reconstruite, modifier, pour justement permettre à des gens comme vous et moi de ne pas remettre en question leur existence, et que si jamais nous avons le malheur de le faire, alors c'est que nous ne sommes pas des démocrates. Nous sommes contre les libertés, nous sommes contre les droits de l'homme. Nous sommes des racistes, nous sommes des dictateurs, nous sommes des fachos. Je vais terminer par cette petite anecdote qui est assez amusante. J'avais fait un commentaire sur Twitter, il y a une personne, alors selon la photo qu'elle avait mise, c'est une personne de couleur. Mais parce que j'avais utilisé le terme black, elle m'avait monté dessus en disant que non, en France on n'utilise pas le terme black, on doit dire noir. J'ai envie de dire, alors je lui ai répondu, je lui tends la perche pour lui dire que moi, personnellement, je ne suis pas en France, je suis aux États-Unis, que moi, pour moi, le terme black est justifié, de par ma position. Et je lui disais, mon voisin qui est un Afro-Américain, toute sa famille, ils sont des descendants d'esclaves du Sud. Et une fois, il m'avait dit, mais tu sais, de toute façon, les Black Lives Matter, c'est de la connerie. Nous, on s'appelle black, entre black, parce que, on est black. Voilà. Donc, en revanche, là où le mot qu'il ne faut surtout pas utiliser aux États-Unis, qui est très insultant, c'est évidemment negro, nègre. Mais pareil, en France. Sauf que cette personne insistait. Et à un moment donné, elle me dit, mais de toute façon, black, c'est insultant, il faut utiliser le mot français, noir. Genre, je défends la langue française, point. Et elle me met en accompagnement de son tweet, pour justifier et légitimer son propos,
un exemple de, tiens, une personne qui est dans un magasin se retrouve avec un nouveau vendeur et dit à cette personne, bah, c'est votre collègue noir là-bas qui m'a conseillé, etc. Non, votre collègue black. Et le vendeur lui dit, non, il n'est pas black, il est noir. Ici on est en France. Alors le client dit, excusez-moi, moi je vis en Angleterre, donc moi c'est le terme usuel que j'utilise, etc. Il dit, oui, mais en France, ici on utilise noir. Alors, potentiellement, je suppute que cette personne est de couleur, et cette personne de couleur me met un exemple, et je lui ai répondu sur cet exemple, mais dites-moi, où est-ce que vous voyez qu'il est normal d'utiliser le terme noir pour désigner le collègue? Pourquoi est-ce qu'on fait une différenciation de la couleur de peau? Pourquoi est-ce que, dans cet exemple, il n'est pas dit, c'est votre collègue là-bas, ou votre collègue en pantalon noir ou chemise blanche, etc. Pourquoi utiliser le terme noir? Est-ce qu'on dit votre collègue asiate, votre collègue rebeu? Non. Et je lui dis, mais c'est pas un peu raciste? Et j'ai pas eu de réponse. Et ouais, malheureusement, ouais, c'est des gens qui des fois veulent faire valoir une idée, mais ils ne se rendent pas compte que dans leur détermination à vous obliger à accepter leur idée, ils en viennent à dire des conneries. Et ben on a les mêmes en politique. Sur ce, portez-vous bien, rendez-vous pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, petit pouce bleu, la petite cloche si vous êtes nouveau, et advienne que pourra, parce qu'on avance inexorablement vers l'idée.